Dans le livre 7 de la République, la présentation des sciences propres à former le philosophe est suivie en effet par la dialectique, le couronnement des sciences, ensuite par la manière de choisir les futurs philosophes, en faisant attention à la fermeté de leur opinion, ce qui correspond à la fixation des dogmata dans le schéma d'Albinus, pour finir avec la mise en garde contre les dangers de la dialectique mal pratiquée, les sophistes, ce qui correspond de manière rigoureuse à la dernière étape du programme d'Albinus. Sécurisation de la dogmata contre la sophistique. On peut remarquer donc, chez Albinus comme chez Théon, une certaine préoccupation à faire coïncider le parcours pédagogique esquissé par Platon dans la République avec un programme complet d'enseignement platonicien. Une question reste pourtant. Pourquoi ce programme d'études, qu'on voit s'articuler au IIe siècle dans les écoles platoniciennes, notamment à Smyrne, mais aussi ailleurs, a été mis en rapport de manière systématique avec la structure de l'initiation élusinienne? Il s'agit sans aucun doute d'un toplos platonicien. Et on a évoqué ce matin le phèdre. Et bien sûr, le phèdre est très important dans le médio et puis dans le néoplatonisme. Mais je pense qu'il peut y avoir aussi des explications complémentaires. Et je pense qu'il faut chercher des éléments de réponse dans la politique impériale vis-à-vis du culte élusinien et surtout dans la construction de son image dans le monde romain. Depuis les études anciennes de Paul Foucard et de Charles Picard, on sait en effet qu'un certain élusinisme est bien attesté à Rome à partir de la période julio-claudienne et que selon Suétone, Claude avait même essayé d'acclimater à Rome les mystères élusiniens, comme Ptolémée Ier l'avait déjà fait à Alexandrie, à l'époque hellénistique. Cet engouement pour le culte élusinien culmine à l'époque d'Adrien, quand le sanctuaire d'Éleusis connaît une nouvelle époque de gloire et de prospérité. Précocement initié, Adrien visite le sanctuaire chaque fois qu'il se rend comme empereur à Athènes, en 124, 128 et 131. Ce grand Philhellène, fondateur du Panhellénion, est responsable d'un certain nombre de nouveaux édifices à Éleusis, et on dit même qu'il avait promu à Rome un culte semblable au culte éleusinien. C'était le sens de ma remarque ce matin. À la mémoire de sa visite à Éleusis en 124, l'année athénienne commence désormais par le mois Bedrumion, qui est le mois de la célébration des mystères. Sous son règne, Éleusis devient véritablement un centre du monde hellène, tel qu'il est réorganisé par Adrien, et cette position ne s'affaiblira pas significativement avant le pillage du sanctuaire par le Kostoboc en 170-71. La rhétorique témoigne de la centralité acquise à cette époque par le culte éleusinien. Et à ce titre, il ne sera pas inutile de relire le discours panathénaïque d'Aelius Aristide, dont voici un extrait qui n'est pas dépourvu d'intérêt. « Jadis vous, c'est-à-dire les Athéniens, avez sauvé ceux des Hellènes qui ont trouvé refuge chez vous. Maintenant, c'est tout simplement la race humaine tout entière et tous les peuples que vous soutenez par le meilleur des bienfaits, car en tant que guide de la Paideia et de toutes les formes de Sophia, vous purifiez tous les hommes partout dans le monde. Le meilleur des bienfaits, comme la suite du passage le montre, ce sont les mystères d'Éleusis, assimilés à la suprême sagesse. C'est en tant que patron des mystères que la cité d'Athènes est devenue le guide de la Paideia et de toute la Sophia, le mystagogue de l'humanité. Vers la fin de sa vie, Aelius Aristide déplore dans un de ses discours la destruction du sanctuaire par les tribus venues du nord. Il passa la plupart de sa vie à Smyrne, où il s'est fixé à partir de 145. Faut-il alors s'étonner que son compatriote Théon, professeur de philosophie dans l'école platonicienne de la ville, compare son programme d'études érigé en modèle universel de la Paideia et de la Sophia, précisément avec l'initiation élusinienne? Je vous remercie.